Bonjour à tous et à tous, je suis venu vous parler d'une imposture, d'une mauvaise idée nommée décolonialisme ou indigénisme ou postcolonialisme, ça dépend des endroits ou des sources où vous lisez ces termes-là. Je vous promets que dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de bonnes idées, d'idées, de concepts qui sont venus rendre service à l'humanité. Malheureusement, dans le cas de la pensée décoloniale, elle n'est venue rendre aucun service à l'humanité. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. La première chose, c'est que c'est une pensée qui est triste, qui est morne, qui n'a pas de portée, on va dire, qui ne fait pas rêver, parce qu'elle n'a pas d'utopie. Ce n'est pas une utopie. Quelle est l'utopie des indigénistes? Elle n'existe pas. C'est juste pointer du doigt l'homme blanc. Quel est le monde rêvé des indigénistes? Moi, je ne le connais pas. Eux-mêmes ne le savent pas. Ils n'ont pas d'esthétique, ils n'ont pas de poésie, je ne vois pas réellement d'art lié au mouvement décolonial, postcolonial, indigéniste, alors qu'il y avait une poésie de la négritude de Léopold Sédar Senghor. Vous lisez les poèmes de Léopold Sédar Senghor et vous comprenez que ce mouvement avait un souffle. C'était non seulement une dénonciation du racisme, mais c'était aussi un projet pour l'humanité, pour les Blancs et pour les Noirs. Il y avait de la fraternité. Léopold Sédar Senghor et même Aimé Césaire avaient dépassé leur ressentiment contre le racisme blanc pour faire un projet porteur pour tout le monde, qui englobe tout le monde, un projet fédérateur. Et donc, comme ils se sont libérés de leur haine, ils ont commencé à penser l'amour et à proposer une utopie, une promesse. Or, l'indigénisme, le décolonialisme n'a aucune promesse, d'où son aspect terne. C'est une espèce de procès permanent, c'est une lamentation permanente. Or, les pensées, les théories qui pleurnichent ne vont pas très loin, elles ne rentrent pas dans l'histoire par la grande porte. Prenez cette pensée-là indigéniste et vous la mettez au contact de la réalité, elle s'effondre. C'est une pensée de laboratoire. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin de l'homme blanc. Vous sortez l'homme blanc de l'équation, elle s'effondre. On dirait que l'homme blanc est le début de l'histoire. Moi, je me dis, cette pensée indigéniste est une pensée qui est raciste, puisque elle voit le début de la tragédie humaine avec l'apparition de l'homme blanc. Ah, l'homme blanc est apparu en Afrique, les problèmes ont commencé. L'homme blanc est apparu chez les Mayas, les problèmes ont commencé. Ok, mais à ce moment-là, vous êtes en train de dire que l'homme blanc est le début de l'histoire, parce que l'histoire est une tragédie. On a l'impression qu'avant, c'était le bon sauvage qui vivait tranquillement il vivait dans l'Éden, il vivait au ciel, et apparaît l'homme blanc, donc le serpent, et tout de suite après commence l'histoire. Ben non, attendez les mecs, ça c'est vraiment plus vous mettez l'homme blanc au cœur du problème, plus vous le rendez central. Et plus vous prouvez que selon vous, il est à l'origine du monde. Or, il ne l'est pas. L'histoire des Africains a commencé il y a longtemps. Les Africains se font la guerre entre eux il y a longtemps. Ils ont découvert des grandes idées, ils ont fait leur civilisation bien avant l'apparition de l'homme blanc. Et il y avait le cannibalisme dans les Amériques, il y avait des guerres, il y avait de la haine, de l'esclavage, bien avant l'apparition de Cortés ou de Christophe Colomb. Je ne minimise pas les crimes des coloniaux ou des grands explorateurs. Du tout, ça peut être naïf. L'histoire a commencé bien avant l'apparition de l'homme blanc. Mais sortons du laboratoire. Allez, on va regarder par exemple le monde arabe. Prenez l'Afrique du Nord, un pays comme le Maroc, ou l'Algérie si vous voulez, la Tunisie. Et appliquons sur le cas marocain par exemple, ou algérien, la théorie décoloniale ou indigéniste. Eh bien, vous provoquez la guerre civile. Puisque le Maroc est le résultat d'une colonisation qui a marché, d'une colonisation qui a fonctionné, en dépit d'énormes résistances. C'est la colonisation arabe, puisque le Maghreb, de Tripoli en Libye jusqu'à Casablanca, à Agadir, est une zone occupée par des colons, des étrangers, qui sont les Arabes, qui sont venus du Yémen, de Syrie, de l'Irak, plus tard de l'Égypte, et qui ont envahi les territoires qui étaient occupés par les Berbères, qui sont les véritables autochtones. Ils les ont insérés dans un projet colonial où ils leur ont changé leur religion, d'accord, ils leur ont imposé l'islam, ça c'est sûr. On leur a imposé une langue officielle. Je vous rappelle que le berbère, si ma mémoire est bonne, était interdit jusqu'à pas longtemps en Algérie, même au Maroc, il n'avait pas un statut de langue officielle jusqu'à pas longtemps. Ils les ont chassés de leur territoire. Les berbères au Maroc ont été chassés vers la montagne. Et puis, au XVIIIe siècle, ils ont commencé à descendre, notamment avec la tribu des Zemmour. Alors, ça n'a rien à voir avec Éric Zemmour. C'est la tribu des Zemmour, qui est une tribu qui est descendue de la région de Ain el-Hifran au Moyen Atlas. Elle est descendue très lentement vers la côte atlantique.
pour récupérer des terres fertiles un peu plus chaudes que les terres froides de l'Atlas. Et elle a fait 100 km en 100 ans. Les Émours ont fait 100 km en 100 ans, puisque les Arabes avaient occupé le territoire des Berbères. Donc c'est une véritable situation coloniale. Il y a eu plusieurs révoltes berbères contre les Arabes. Allez en Kabylie, vous allez comprendre ce que je viens de vous dire. Ou même au Rif, vous sentez encore au Rif, dans certains coins du Rif, notamment du Rif oriental, au Maroc, vous sentez cette espèce de ressentiment vis-à-vis du projet colonial arabe, dont je suis le fruit, le fruit extrêmement heureux de cette colonisation arabe. Et nous sommes des millions de Marocains, berbères et arabes, à être les porteurs légitimes et heureux et orgueilleux de cette colonisation. Alors si vous nous appliquez la théorie indigéniste, ben vous allez vous nous provoquer, vous allez provoquer une guerre civile, on va s'entretuer entre nous. Et on va, bon, si on est bête, si on tombe dans le panneau, et puis si on a un peu de bon sens, on vous dira, mais attendez, certaines colonisations marchent tellement bien qu'elles vous aliènent tellement que vous adoptez l'identité de votre colon, de votre colonisateur. Des millions de berbères marocains se croient arabes. Et si vous regardez leur ADN, ils sont arabes. Ils sont berbères, mais ils se disent arabes, ils ont des patronymes arabes et autres. Voilà. Donc il ne faut surtout pas appliquer les théories décoloniales en Afrique du Nord. Prenez le cas par exemple de l'Espagne, de l'Andalousie. Qu'est-ce que c'est que l'Andalousie? Ce sont 700 ans de colonialisme. Le projet de l'Andalous, qui est tellement... qui est rêvé par les Arabes, de Casablanca à Damas, en passant par Bagdad, vous ne trouverez pas un Arabe qui vous dira du mal de l'Andalous. Or, c'était un projet colonial. Qu'est-ce qu'ont fait les musulmans en Espagne, qui étaient d'abord des Berbères et des Arabes? Mais disons, les musulmans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont colonisé, ils ont expulsé les Espagnols, qui ne sont pas soumis, ils ont vassalisé les Espagnols qui sont restés, les catholiques, ils les ont convertis de force à l'islam. Ceux qui n'ont pas voulu se convertir, ils ont vécu comme des citoyens de seconde zone. Et les musulmans leur ont imposé l'arabe, la langue arabe. On peut dire que l'arabe était une avancée, une langue magnifique. C'est une langue magnifique, mais il n'empêche, les faits sont têtus. C'est un projet colonial. On a imposé une langue à un peuple. On leur a imposé un système légal, juridique, la charia, un système politique, le califat omeyyade, puis après les taïfas, les petits royaumes. Que voulez-vous de plus? Si ça, c'est pas un projet colonial, c'est quoi? C'est quoi? Et pourtant, c'est un projet colonial qui, pour nous les Arabes, est un motif de fierté. Et même pour les Espagnols, c'est un motif, je ne dirais pas de fierté, mais qui est assumé. C'est la beauté du peuple espagnol. C'est ce qui m'attire chez eux en particulier. C'est que les Espagnols, ils n'ont pas détruit les azulejos. Ils n'ont pas été stupides pour dire « Mais non, c'est une appropriation culturelle, rendons les azulejos. » Vous savez, les azulejos, les mosaïques, rendons-les aux Arabes. Ou détruisons l'irrigation que les Arabes nous ont appris, le goutte à goutte qu'ils nous ont appris à l'Ambra ou à Cordoue, ou à la Sierra de Zapujara, rendons-leur ça parce que c'est une appropriation culturelle. Ou détruisons la canne à sucre que les Arabes ont installée à Valence. Les Arabes ont copié à Chypre et eux-mêmes l'ont copié de l'Inde. Tout ça, c'est les Arabes qui ont né. Détruisant les champs de canne à sucre de Valence, puisque c'est l'appropriation culturelle. Les Espagnols n'ont pas été assez bêtes, grâce à Dieu, pour dire purgeons la langue espagnole des mots arabes qui sont les enfants illégitimes du colon, les traces de l'humiliation coloniale. Parce que s'ils avaient fait ça, ils auraient détruit la langue espagnole, celle de Cervantes. Donc on ne peut pas décoloniser l'Espagne. Si vous voulez décoloniser l'Andalousie ou même l'Espagne ou même le Portugal, vous allez détruire une langue entière. Même l'Amérique latine, vous allez la détruire. Parce que tous les mots du portugais, là, que j'utilise tous les jours, une grande partie sont des mots qui viennent de l'arabe. Je ne vous en ferai pas la liste, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc la théorie décoloniale, dès que vous sortez de l'intimité malsaine avec l'homme blanc, et dès que vous sortez du laboratoire, elle s'effondre. Elle montre au moins sa vacuité ou sa dangerosité. En réalité, cette théorie, elle marche sur un non-dit, sur un énorme tabou. Mais ce tabou, c'est un trou noir. À un moment, il va l'engloutir. Et le plus vite serait le mieux. C'est l'absolu échec de la décolonisation des pays africains et arabes et le succès retentissant, symétriquement, le succès retentissant de la décolonisation en Asie. Enfin, vous voyez la Chine. La Chine a été dépecée. On parlait du grand... Comment on dit en anglais, je ne me rappelle plus, mais il y a un mot très...
frappant en anglais, la Chine a été dépecée par les puissances occidentales. Alors, la France avait une ville au sein de Shanghai. Il y avait une ville américaine au sein de Shanghai. Pékin était dépecé. Enfin, le régime a été, la Chine a été occupée par les Japonais. La Mandchourie, Nankin. En un week-end, les Japonais ont violé 35 000 femmes à Nankin. D'accord? Ça, c'est un crime de guerre. Eh bien, cette Chine, elle a été décolonisée. Elle a fait ce qu'il a fait, ce qu'il fallait. Maintenant, personne n'ose parler à la Chine comme un pays de seconde zone. La Chine est devenue une superpuissance. Elle tutoie les Américains. Le Vietnam a été colonisé par les Français pendant longtemps. Il a été rasé, été brûlé au napalm par les Américains, qui étaient au Vietnam aussi dans une perspective coloniale. C'était une guerre coloniale aussi, cette guerre entre le Sud et le Nord. Eh bien, malgré le napalm, malgré les bombes, malgré le ressentiment contre les colons, contre les Américains, le Vietnam est un pays industriel et prospère, en tout cas qui travaille. Et je ne vois pas beaucoup de partis indigénistes au Vietnam, je peux me tromper. Je ne vois pas beaucoup de partis genre FLN au Vietnam, ou de terroristes vietnamiens qui veulent se venger des Américains, ou des Français, de Tassini ou de Lyautey. Vous voyez la Corée, enfin toute l'Asie, même l'Inde. L'Inde a été détruite par les Britanniques. Les Britanniques ont été extrêmement légers, cyniques et ouais, froids. Bon, ça c'est l'esprit british. Ils ont été extrêmement cyniques en décolonisant l'Inde en 1947. Ils ont fait un partage hallucinant. Ils ont mis l'Inde au centre, le Pakistan, pays des musulmans, à gauche, et le Bangladesh à l'est, pays des musulmans. Et ils ont dit, vous formez un seul État, le Pakistan, avec le Bengale à l'est, le Bangladesh, et le Pakistan, Karachi, l'Indus à l'ouest. Ça ne pouvait pas marcher. Ça a donné une catastrophe. D'abord, il y a eu une guerre entre... il y a eu plusieurs millions de déplacés en 47-48 parce que les hindous, ils ont fui le Pakistan en quelques jours. Pareil pour les musulmans d'Inde qui sont partis de l'autre côté, au Pakistan. Et puis, il y a eu une guerre civile entre le Bangladesh et le Pakistan. Parce que c'était délirant d'avoir deux pays comme ça séparés par des milliers de kilomètres. Ça, c'est la faute des Britanniques qui ont mal décolonisé. Est-ce que vous voyez aujourd'hui en Inde des gens qui tendent la main encore aux Anglais? Non, l'Inde est devenue une puissance, membre des BRICS. L'Inde fait son chemin. Elle a plein de problèmes, plein d'archaïsmes. Mais l'Inde a dépassé, a tourné la page. L'Inde maintenant s'occupe de ses problèmes d'aujourd'hui. Pas comme nous, les pays du monde arabe et d'Afrique, qui vivons dans le passé. L'Inde aujourd'hui se méfie de la Chine, pas de l'Empire britannique ou du Commonwealth. L'Inde aujourd'hui travaille avec les Japonais pour contenir la Chine, avec Taïwan, l'Indonésie, les Philippines. L'Inde discute avec les Américains sur l'arme nucléaire, avec les Français pour son armement, avec Israël pour son agriculture. L'Inde va loin. Enfin, l'Inde règle les problèmes d'aujourd'hui. Vous prenez la décolonisation de l'Afrique et du monde arabe, c'est une absolue catastrophe. Nous avons chassé l'armée coloniale française ou britannique, et nous avons accueilli tout de suite, dans les mêmes casernes et dans les mêmes quartiers résidentiels et dans les mêmes messes d'officiers, une armée de consultants étrangers. FMI, Banque mondiale, les consultants russes pour les pays de l'ère soviétique, rappelez-vous, parce qu'on a oublié la période de l'URSS, mais combien de pays africains ont remplacé les Français par les consultants tchèques, bulgares ou allemands de l'Est ou russes? Si ça, c'est pas du colonialisme, c'est quoi? On s'est décolonisé pour nous jeter dans les bras d'occidentaux, de Russes, qui sont venus nous expliquer comment gérer un pays, mais c'est pire que le colonialisme. Les mercenaires, Bob Denard et autres, mais même les mercenaires israéliens, sud-africains, ukrainiens ou autres. Notre décolonisation est une catastrophe. Nous avons décolonisé pour jeter notre jeunesse dans les bras des passeurs pour aller en Europe. Ça a servi à quoi de chasser les Français et les Britanniques pour que nos jeunes, tout de suite après, se jettent dans la Méditerranée chez des passeurs minables, véreux, des esclavagistes, pour livrer nos jeunes, travailler pour laver faire la plonge dans les bars et les restaurants de Paris, de Milan ou de Barcelone, pour vivre une vie de sans-papier. Enfin, quand même, le rêve africain aujourd'hui, c'est plus le rêve de Lumumba, même de Thomas Sankara, un rêve de souveraineté, de grandeur. Le rêve africain aujourd'hui, c'est de faire la plonge en Europe, ou de vivre comme un SDF à Calais, à la jungle, ou sous le SDF parisien, ou sous le périphérique parisien. Mais c'est une honte. Les Africains et les Arabes, nous devrions avoir honte d'avoir décolonisé pour ça. C'est ça le projet. Moi, si j'étais un indigéniste, mais c'est de ça dont je m'occuperais. Je m'occuperais de ça. Pourquoi? J'essaierai d'expliquer pourquoi.
la décolonisation africaine et arabe est une catastrophe, et celle de l'Asie est une absolue réussite. Bien sûr, je fais une vidéo ici, je vais très vite, je force le trait, je sature les couleurs. Bien sûr que la situation au Maroc n'est pas la même qu'au Libéria. Le Maroc s'est décolonisé, il a chassé la France, et le pays va bien, globalement, même s'il a beaucoup de problèmes, il va bien, j'exagère, hein, mais vous voyez que je force le trait. Mais il n'empêche, même le Maroc, sa jeunesse rêve d'aller en Europe, c'est un échec. Et la jeunesse vietnamienne ne rêve pas d'aller en Chine, ou aller au Japon. Je ne connais pas beaucoup de boat people vietnamiens qui vont au Japon, ou en Australie. Alors dans mon village à Bali, nous sommes 8000, il y a 3000 qui vivent entre Mâcon, l'Italie, et peut-être 1000 qui sont en Libye aujourd'hui, qui essaient de passer par Lampedusa. C'est ça que je vous dis que nous avons fait un énorme échec de décolonisation. Un échec de développement en réalité. Nous avons sorti les Européens, mais nous n'arrivons pas à nous passer d'eux. Parce que nous n'arrivons pas à nous passer de nos problèmes. Nous, Marocains, Maliens, Sierra-Léonais, Mozambicains ou Égyptiens. Nos problèmes, c'est la corruption et l'incompétence. Tant que nous avons ces problèmes-là, nous sommes dans la main des Occidentaux, qui ne sont pas des saints. Moi, je ne les vénère pas. Ils ne sont pas des saints. Je n'ai pas beaucoup de sympathie pour le FMI et la Banque mondiale. Nous sommes dans la main des Occidentaux ou maintenant des Chinois. Des Chinois ou des Coréens, ou, ouais, disons plutôt des Chinois. Moi, si j'étais militant indigéniste, mais j'irais vivre en Afrique, je ne resterais pas à Paris au chaud, dans le confort moderne de l'homme du monde créé par les Blancs, par les colonialistes. J'irais comme Frantz Fanon. Lui, il lui tire mon chapeau. Frantz Fanon, il était psychiatre, il a quitté la France, il est parti vivre en Algérie. Et à un moment, il a quitté l'hôpital d'Alger pour devenir militant du FLN dans la clandestinité. Il a payé le prix fort. Et il est mort en exil aux États-Unis. Chapeau, monsieur Fanon. Je ne suis pas d'accord avec tout ce que vous avez fait, mais de là où vous êtes chez le bon Dieu, moi je vous tire mon chapeau. Sachez que je vous tire mon chapeau. Moi, si j'étais indigéniste, j'irais au Rwanda comprendre le miracle de monsieur Kagame. Parce que personne n'ose plus parler au Rwanda comme on parle encore au Sierra Leone, au Libéria. Le monde respecte le Rwanda. C'est pas Singapour le Rwanda. Mais on prend des égards pour parler au Rwanda. Ben, on va comprendre ce qui se passe au Rwanda. Quel est ce miracle rwandais? J'irai au Congo-Kinshasa pour tirer les oreilles de la junte, non, du régime en place. Expliquez-moi pourquoi un pays qui est riche en uranium, en tous les minéraux possibles et imaginables, crève de faim. Pourquoi nous avons une épidémie de viol dans l'est du Congo? Ben, moi, indigéniste, j'irai tirer les oreilles de ces régimes, leur dire, les gars, qu'est-ce que vous foutez? J'irai chez l'ANC, à Pretoria, ou à Johannesburg, je ne sais plus où ils sont, pour leur dire, les gars, mais attendez, vous nous avez promis l'utopie arc-en-ciel, mais vous nous avez livré un enfer multiethnique, mais où les gens se détestent, et où le PIB s'écrase, et où l'industrie s'en va. Qu'est-ce que vous avez foutu au pouvoir depuis 20 ans? Où est l'héritage de Mandela? Ben moi, si j'étais indigéniste, j'irais frapper, j'irais harceler l'ANC tous les jours. Or, nos chers indigénistes préfèrent le confort douillet de la côte est américaine ou des campus universitaires français où ils ne prennent aucun risque, si ce n'est de prendre une grippe à cause du froid. Alors, d'où vient, parce que moi je suis assez sévère contre les indigénistes, je dirais pourquoi en conclusion, mais d'où vient en fait, si je modère un peu ma sévérité, il faut dire la vérité, il faut dire d'où vient le mouvement indigéniste et décolonial. C'est une invention des Amériques, Nord et Sud. C'est une invention diabolique de l'Amérique du Sud, parce que quand le communisme s'est écrasé, quand le socialisme s'est révélé être une imposture, les communistes d'Amérique du Sud, les gauchistes, ils ont inventé à la va-vite une théorie, en gros, qui dit on est responsable de rien, on a tout foiré, on a foiré notre indépendance, on s'est décolonisé en 1822 de l'Espagne ou du Portugal, ça dépend des pays. On est indépendant donc depuis 200 ans, nous avons les plus grandes richesses du monde, nous avons la forêt, nous avons le bois, nous avons une bonne population, nous n'avons pas de guerre, nous n'avons pas de tsunami, nous n'avons pas de sécheresse, et pourtant on est pauvre. Eh bien, au lieu de nous faire notre introspection, de nous auto-critiquer nous-mêmes, nous pointons du doigt le colon portugais qui est arrivé, comme on dit en arabe, un pied devant, enfin, je ne vais pas le dire, c'est moche, qui est arrivé sans le sou, ou le colon espagnol, c'est lui qui est la source de nos maux, c'est lui qui était raciste, machiste, homophobe. Et donc si nous sommes dans la mouise aujourd'hui, pour parler bancalement, c'est à cause de lui. Ça a donné le décolonialisme. Aux États-Unis, on parle plutôt de post-colonialisme, mais c'est la même maladie. Hein.
on a créé dans les années 50-60 une nouvelle prison mentale chez les Noirs. Donc quand les Noirs ont eu pour la première fois la chance de se libérer, de sortir de la ségrégation raciale, on a créé, d'abord on a tué Martin Luther King, c'était pas un hasard, qui était un homme qui voulait fédérer les Noirs et les Blancs, on l'a tué. On a tué ce projet-là. On a laissé les Black Panthers appeler à la haine et séparer les Noirs des Blancs, mais on a tué Martin Luther King qui voulait faire une vraie union. Et on leur a mis le crack et la cocaïne. Alors vous pouvez même m'appeler, me qualifier de complotiste, je m'en fous. Je note juste que le crack et la cocaïne a été largement diffusé, aussi l'héroïne, mais le crack et la cocaïne dans les années 70-80, au moment où les Noirs ont pu occuper l'espace public et toutes les fonctions électives et autres. Et on a, dans les campus, on a diffusé une nouvelle drogue qui s'appelle le postcolonialisme, qui est une prison mentale pour les Noirs où on leur dit « Vous n'êtes responsable de rien, ne faites pas votre autocritique, vos habitudes, vos mœurs, vos us et coutumes sont parfaits, sont merveilleux, pas besoin d'étudier, pas besoin de faire Harvard, pas besoin de vous surpasser, pas besoin de faire mieux que les Japonais ou les Coréens ou les Iraniens qui viennent d'arriver ou les Latinos. Vous devez rester comme vous êtes et accuser l'homme blanc. Et on vous fera des réparations et des quotas. » Bah, vous voyez le résultat. Hein. Le résultat aujourd'hui, vous le voyez. Hein. Une partie de la population noire américaine vit dans un ghetto mental. Un ghetto mental de victimisation, avec tous les mouvements là, Black Lives Matter, le rap, le hip-hop d'un côté qui installe un ghetto mental où la femme noire est un objet sexuel, où l'homme noir est un trafiquant. Ça, c'est un ghetto mental, c'est pas un service rendu noir que de leur montrer du bling-bling et des nanas qui sont à poil en train de... Enfin bon, vous voyez très bien les clips de rap. Et l'indigénisme, le post-colonialisme, les racial studies, race studies, je sais pas comment on dit, est venu donner le coup de grâce à l'aspiration légitime des Noirs de retrouver un vrai rôle au sein des États-Unis. Les Noirs ont contribué à créer les États-Unis, ils ont été de toutes les guerres, ils ont défendu ce pays, guerre de Corée, Seconde Guerre mondiale, Vietnam, et pourtant ils ne sont pas encore au pouvoir. Eh bien, le post-colonialisme, comme le rap, comme la drogue, ont permis d'éloigner à jamais les Noirs du pouvoir aux États-Unis en les aliénant d'eux-mêmes. On les a mis en dehors de l'histoire. Et heureusement que M. Obama a échappé au post-colonialisme. Heureusement qu'il n'a pas étudié les racial studies. Heureusement qu'il a fait son droit. Heureusement qu'il a passé ses concours. Heureusement qu'il a bossé, qu'il a souffert. Heureusement. Parce que sinon, il aurait été un prof d'appropriation culturelle ou un calculateur de réparation, de réparation historique à faire au noir. Heureusement qu'il s'est surpassé. Heureusement qu'il a joué les règles du jeu de toutes les communautés américaines, les Blancs, les Asiatiques, les Pakistanais, les Iraniens, les Arméniens, les autres. Heureusement qu'il n'est pas tombé dans le piège tendu par le post-colonialisme. Sinon quoi? Eh bien, sinon, Madame Clinton aurait été élue. Il faut bien voir, pour les Clinton, Obama leur a pris leur dû. Pour M. Clinton, l'ordre naturel des choses, c'était que Obama soit un prof je vous dis, de sociologie ratée de la côte Est, et qu'il lui embrigade les votes des étudiants pour qu'ils votent pour Hillary Clinton. C'est ça le monde idéal des démocrates. C'est ça le monde, c'est ça la perversité de la situation. Et je dis heureusement que M. Obama a été élu, heureusement qu'il n'est pas tombé dans le piège décolonial, et finalement il n'a pas été un si mauvais président que ça. Moi j'aime beaucoup Obama. Bon, je ne suis pas d'accord avec lui sur sa gestion de la Syrie, sur ses promesses faites au monde arabe, au discours du Caire, sur sa gestion catastrophique de la Libye, mais bon, on peut avoir des... Enfin, moi je suis à ma petite place, lui il est président des États-Unis, donc je sais, chacun reste à sa place. J'ai plutôt une appréciation, je pense qu'il a été un président sans doute honorable. Et tant mieux pour lui, et pour les Noirs américains, et pour les États-Unis, toutes communautés confondues, qu'un président aussi brillant, qui se trouve être noir. D'ailleurs, il est métis, il n'est pas noir. Obama, son père est noir, sa mère est blanche. C'est important, il est métis, hein, soyons précis. Bon, je suis ravi que les Américains aient eu Obama, et je ne regrette pas pour les Américains qu'ils aient eu un président comme Obama. Comme je ne le regrette pas Trump, dans un autre registre. Chaque président a une mission, a une vocation. Et Obama, plus ou moins, il s'est efforcé à donner de son mieux. Vous voyez, donc là où je veux en venir, c'est que le décolonialisme est-il vraiment au service
des populations qui croient aider, de ces indigènes. Pas du tout. Le post-colonialisme, dans le cas de la France, qui nous intéresse le plus, c'est un instrument, une arme aux mains de l'establishment qui est blanc. Je n'aime pas utiliser ce terme racialiste, ce terme de blanc-noir, parce que c'est nul. Parce que si on en est arrivé encore à parler des Noirs, des Blancs, des Arabes, des Latinos, c'est que nous valons moins bien que nos ancêtres, qui ont inventé l'eugénisme hétéroracial. En 2020, nous en sommes encore à parler de Blancs, de Noirs et de race. Ah, bah, nous ne valons pas mieux que la génération de Darwin, ou de Gobineau ou autre. Hein. Enfin bon. Aujourd'hui en France, vous avez une guerre civile au sein de la nation française, entre un establishment qui est largement progressiste, donc une bourgeoisie. La bourgeoisie est devenue progressiste parce que ça l'intéresse, c'est l'idéologie qui lui permet de garder son statut, ses positions, ses privilèges, son hégémonie. Donc il est devenu progressiste, donc il est devenu antiraciste, blablabla, LGBT, vous connaissez tout le européiste et cosmopolite, et vous connaissez toute la suite. Cette bourgeoisie, elle passe sa journée, sa vie, 24 heures sur 24, à opprimer le peuple. D'accord? Elle l'opprime de manière symbolique avec cette idéologie que je vous ai dit, antiraciste et autres. Dans les instruments d'oppression, il y a l'indigénisme et le décolonialisme, qui n'est rien d'autre qu'une attaque en règle contre l'homme blanc, populaire. Voilà, contre le petit blanc. Parce que dans l'indigénisme, il n'y a pas de pardon. Même dans la religion catholique, même dans l'islam, qui est réputé tranchant, indépassable, brutal, cruel, même dans l'islam, il y a le pardon divin. Même dans l'islam, vous pouvez vous racheter, vous allez à la Mecque, vous faites vos prières, et il y a une espérance de rédemption. Dieu est miséricordieux. Bismillahirrahmanirrahim. Dieu est miséricordieux. Ben, dans l'indigénisme, il n'y a même pas de rédemption. C'est que si vous êtes blanc, vous ne pouvez pas racheter vos péchés. Si péché il y a. Vous ne pouvez pas les racheter. Donc, c'est une arme idéale, inventée par les gens d'en haut, pour maltraiter, pour couper la langue du peuple d'en bas. Puisque si ce peuple d'en bas est déclaré raciste, homophobe, machiste, nazi, fasciste, eh bien, il est mort socialement, on lui a coupé la langue. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de vous couper la langue comme on l'a coupé au marché de Marrakech dans les années 1900. Quand vous disiez du mal du Qaïd, ben le Qaïd, il vous prenait, il vous coupait la langue. Enfin, pas lui, ses sbires, devant la place publique, devant la population, et vous savez l'exemple. Maintenant, on ne vous coupe plus la langue, on vous tue socialement. Et le rôle de ces indigénistes, c'est de tuer socialement, c'est de condamner au silence le petit peuple français et les rares intellectuels qui parlent en son nom, en les traitant de fascistes et tout ce que vous voulez. Dans ce donc c'est une pièce de théâtre où les indigénistes sont les figurants. Les vrais acteurs, ceux qui ont écrit, les vrais acteurs, les scénaristes, c'est l'establishment. C'est l'establishment qui a écrit c'est lui qui a la prééminence, c'est lui qui a l'hégémonie, c'est lui qui déclare les règles du jeu. Comme il maîtrise France Télévisions, France Info, Radio France, les grands médias, eh bien, il écrit le contenu. Et il a écrit le drame, la tragicomédie indigéniste, et vous avez des indigénistes qui tombent dans le panneau eux-mêmes. Ils sont eux-mêmes les victimes de cette idéologie fallacieuse, et ils déroulent. Ils tirent dans le tas. Finalement, ils tirent sur les petits Français, les petits Blancs. Ils ne devraient pas tirer sur eux, ils devraient tirer sur l'establishment. Quel est l'honneur? Quel honneur tiré de s'en prendre aux plus faibles? Aucun. On rentre dans l'histoire par l'héroïsme, par le courage. Le courage, c'est s'en prendre aux puissants, pas aux plus faibles. Sinon, on est un oppresseur de plus. Il n'y a que les pirates, et les corsaires, et les bandits qui s'en prennent aux plus faibles dans l'histoire de l'humanité. Pourquoi il y avait une aristocratie en Europe pendant peut-être 1000 ans, ou plus même? Ou disons, fin de l'Empire romain, plus de 1000 ans. Fin de l'Empire romain jusqu'à l'époque moderne, jusqu'à la Révolution française, disons. Pourquoi il y a une aristocratie? Parce que l'aristocratie, elle défendait le peuple, qui était attaqué en permanence par les bandits de grand chemin, les pirates, les corsaires, qui violaient les femmes, qui enlevaient les enfants, qui dévastaient les récoltes. Ça, c'est vrai en Europe de l'Ouest, c'est vrai aussi au Maroc, nos seigneurs, nos qoyèdes. C'est vrai en Égypte, avec les Khedives, avec les grands seigneurs de la guerre, c'est vrai au Moyen-Orient, c'est vrai partout en Algérie. Qu'est-ce que l'émir Abdelkader? C'est d'abord un défenseur de son peuple contre toutes les menaces, non seulement les Français, mais toutes les barbaries autour. Eh bien, que font aujourd'hui ces indigénistes-là? Ils se comportent
comme ces foyers de barbarie, ces foyers de violence gratuite, facile. C'est une logique de meute, et ils s'en prennent au peuple qui est désarmé. Le petit blanc français, il ne peut rien, il n'a aucun levier de pouvoir. Il n'écrit même plus l'histoire de son pays. Il n'a même plus le droit de parler de son roman national. Il est disqualifié. Et quand ils sont dans la rue, il est éborgné. Regardez les gilets jaunes. Il faut s'en prendre aux puissants, s'en prendre à ceux qui détiennent les manettes. C'est là ma conclusion. Je veux dire, je lance vraiment un appel aux Français de branche, à cette diversité, comme on dit. Ne tombez pas dans le panneau des décoloniaux, parce que les décoloniaux, ils vont vous tromper, parce que la seule... Comment vous pouvez détecter un mensonge ou une manipulation? Eh bien, c'est quand une théorie ne vous demande pas de vous donner le meilleur de vous-même. Quand l'islamisme, ou même le communisme, il oblige. C'est quand une théorie ne vous oblige pas à exprimer le meilleur de vous-même. L'indigénisme vous dit, vous êtes les plus beaux, vous êtes les meilleurs, vous êtes des victimes, ne changez rien. Et bien si vous ne changez rien, vous resterez tout en bas de la société. Et les bourgeois dormiront tranquilles. Bon. Rejoignez des combats, même des combats avec lesquels je ne suis pas forcément d'accord, rejoignez des combats, on vous demande de vous dépasser. Les athlètes qui gagnent les Jeux Olympiques, eh ben, ils ont eu des coachs, des entraîneurs qui étaient exigeants, durs, à la limite cruels. C'est pour ça qu'ils se sont dépassés, qu'ils gagnent des médailles. Si vous voulez gagner des médailles et prendre le pouvoir ou participer du pouvoir, il faut vous dépasser. Or, les indigénistes, les décoloniaux, les postcoloniaux, appelez-les comme vous voulez, ils veulent véritablement que vous restiez à votre place. Parce qu'ils portent une idéologie où chacun reste à sa place. Et votre place, c'est celle de la victime. Et interrogez-vous, est-ce qu'une victime a le droit d'être au pouvoir? Est-ce qu'une victime est légitime pour occuper le pouvoir? Moi, j'en doute. Et moi, je ne veux pas être une victime. Et vous voulez être quoi? Merci, à la prochaine. Partagez cette vidéo, cliquez sur like, commentez la vidéo, bien entendu. Aidez-moi à faire comprendre à l'algorithme de YouTube que cette vidéo en vaut la peine, que ce discours a le droit et doit être propagé le plus loin possible. Merci, à bientôt, au revoir.